On est dans un monde qui est en constante évolution. Si la société évolue, l'une de ses composantes de la société qui est l'être humain, sa santé c'est important. Cette société évoluant est assez normal qu'il y ait assez régulièrement des évaluations. Et le mot évaluation est de savoir faire l'état des lieux, sans plus. Avec le vieillissement de la population, il y a aussi le fait que, plus spécifiquement en France, il y a besoin de revoir la continuité entre l'hôpital et les soins à domicile. Depuis les années 80-85, un peu dans le monde entier, on a bien noté qu'entre recettes et dépenses dans le cadre de la santé, eh bien, il y a un gros déséquilibre et qu'on s'efforce d'améliorer ça en utilisant les technologies, la législation, les systèmes financiers, fiscaux, etc. Il faut aussi que les machines se parlent et se comprennent, et de façon à ce que l'information arrive et fonctionne et soit utile, utilisable et effectivement apporte une valeur et apporte une dimension nouvelle, parce qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme qui est en train de se créer. Et je crois que si nous en avons conscience, il y a une grande partie de la population qui ne saisit pas à quel point on est dans un nouveau monde qui se met en place là. C'est la santé de demain en fait. C'est peut-être la santé déjà d'aujourd'hui, mais c'est celle de demain, c'est une évidence. Sur le concept d'e-santé, je pense qu'on a été versé par l'informatique médicale, qui a été quand même le début, les premières applications de l'informatique dans la santé, qui remontent déjà à quelques dizaines d'années. Le concept de e-santé maintenant me semble plus pertinent, c'est-à-dire qu'on englobe tellement de choses dans le terme de e-santé, avec des typologies de services, des typologies d'acteurs, des modèles économiques, des infrastructures juridiques qui sont tellement différentes d'une application à l'autre, entre des applications extrêmement régaliennes, extrêmement régulées, et des applications totalement du secteur privé concurrentiel, que finalement on a du mal à trouver de la pertinence dans le concept d'e-santé. Et d'ailleurs, quand vous voyez toutes les évaluations économiques qui peuvent être faites pour essayer de calibrer combien représente la e-santé, quelle est la croissance du secteur de la e-santé, etc., et autres, vous n'avez pas deux propos qui englobent le même périmètre. Donc vous avez des chiffres totalement incohérents qui se promènent et qui finalement deviennent assez peu pertinents. C'est qu'il faut clarifier les modèles économiques. Ils sont multiples, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on dit que la télémédecine ne se développera pas en France s'il n'y a pas un modèle économique. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on fait de la télémédecine de façon bénévole en France, et que les professionnels de santé en général font des actes de télémédecine gratuits. Je schématise, mais c'est globalement la situation. On sait très bien que s'il n'y a pas de modèle économique pour tirer les transformations, ça ne marche pas. Et il n'y a pas que la télémédecine, les modèles économiques des services grand public, les problématiques de services aux patients pour prendre rendez-vous. Il y a une dizaine de sociétés en France qui, depuis 1 an, se lancent dans la prise de rendez-vous en ligne, ou le téléconseil, ou la téléconsultation. Ces modèles économiques-là doivent être clarifiés, et ça regarde probablement le législateur. Il y a le sujet de l'interopérabilité, vous en avez parlé il y a un instant, c'est un sujet majeur. Pas l'interopérabilité qui se décide encore une fois ailleurs, les normes ISO, tout ce qui est l'Internet, etc. On n'a pas à s'en préoccuper. Par contre, notamment, si je cite un point, l'interopérabilité sémantique est un sujet important qui devrait être porté par la francophonie, et la francophonie devrait être portée en premier par la France, ça paraît logique. Les Québécois, aujourd'hui au Canada, investissent 10 fois plus d'argent dans le maintien des référentiels sémantiques en langue française que nous. Il y a là, à mon avis, un problème logique. Et si on veut pouvoir continuer à penser en français dans 10 ans, il faut travailler sur l'intégralité sémantique, autrement on fera des dossiers médicaux en anglais dans 10 ans. Donc là, il y a un sujet qui n'est pas du patriotisme bête, mais qui est un vrai sujet de permanence culturelle et de permanence de mode de pensée qui a été et qui a fondé la médecine française, qui est reconnue partout. Le nombre de mots qui, à l'international et même en anglais, viennent et portent des noms de médecins français est très important, il ne faut pas perdre ce patrimoine. Alors, une bonne chose, la santé, ce qui n'a pas souvent été le cas, mais très nettement au cœur, et en particulier la santé, du débat politique,
pour ces élections, en particulier présidentielles. On va dire que c'est une bonne chose, au moins on en parle après, sur des sujets très controversés. Alors, un autre regard, je prends un autre regard complémentaire à mon avis par rapport à Parina, le niveau des patients, donc des données pour les patients, à niveau micro, qu'on peut considérer celui des soins, méso, établissement, alors ça va de la facturation qui a été évoquée aux besoins de pilotage, macro, le système, le débat évidemment sur les open data. Alors évidemment, je ne parle pas du tout de la question des sites pour des genre Doctissimo, enfin pour des informations, des interactions entre patients. Alors, moi je suis donc résolument sur les organisations d'interface parce que je considère que ça a été évoqué d'ailleurs, c'est un problème de traçabilité, de continuité, donc les cloisonnements, en particulier entre la ville et le secteur hospitalier, sont quand même un enjeu majeur. Ces organisations d'interface, donc, qui pour moi sont très représentatives de tous les enjeux, aspect réseau de santé, maison de santé, hospitalisation à domicile, Maya pour les malades d'Alzheimer, je ne fais pas la liste, tant pour faire plaisir, que je pense aussi que c'est des gisements d'emploi importants pour les secteurs de la documentation. Alors, un groupe de travail de l'Institut Montaigne a parlé de réanimer le système de santé. Bien sûr, on retombe sur la question des data et bien sûr la question des erreurs médicales et des cloisonnements. Donc, l'émergence des nouveaux métiers, c'est surtout dans une perspective de traçabilité, de coordination, avec l'enjeu de passer quand même de la coordination, pour moi, souvent par des procédures, à une vraie coopération avec tous les acteurs et avec, bien sûr, l'apparition de nouvelles fonctions dans tout cela et métiers d'information et de documentation. Que faut-il être, que faut-il savoir pour pouvoir intervenir dans ces métiers de l'information au service de la santé, du service public et de la donnée de santé bien évidemment. Alors, revenons à Santé publique France. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose ? Santé publique France, c'est une agence sanitaire qui a été créée très récemment, puisqu'elle a été établie par décret le 27 avril 2016. Et cette agence sanitaire, qui dépend donc à la fois du ministère de la Santé, mais qui a un fonctionnement autonome, est le regroupement de 3 anciennes agences sanitaires, l'Institut de veille sanitaire, qui faisait de la surveillance de l'état de santé des populations notamment, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, qui intervenait, je schématise vraiment, on entrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais sur la communication auprès de la population, sur les dimensions de prévention, mais également d'études des comportements et des représentations de santé de la population. Alors, les missions de santé publique, j'ai déjà balayé ça un petit peu tout à l'heure. Premier enjeu majeur, c'est d'anticiper, détecter les risques sanitaires, les problèmes de santé, afin d'apporter des éléments de décision et pouvoir intervenir rapidement. L'idée, c'est de constituer effectivement aussi un système national de veille et de surveillance où on pourrait recenser toutes les données de santé nécessaires à l'intervention. Ces données, une fois qu'on en dispose, il faut les comprendre. Donc, cette compréhension permet d'améliorer la connaissance de l'état de santé, mais comme je le disais tout à l'heure, également, état de santé, données chiffrées, mais comportement également des Français à l'égard de leur santé, et représentation, puisque la représentation, effectivement, la connaissance de la représentation est un élément très important dans notre capacité à intervenir en termes de prévention. Et puis, bien évidemment, un axe majeur aussi dans nos missions, c'est l'action. Promouvoir la santé, agir sur les environnements, agir sur les comportements, par le biais d'expérimentation et de mise en œuvre de programmes de prévention. Je me positionne par rapport à tout ce qui s'est dit antérieurement à un endroit beaucoup plus micro. Je suis vraiment au sein d'un établissement qui lui produit des données médicales.
Et je vais vous parler donc de cette production et de l'analyse qui peut en être faite et de l'utilisation qui peut être faite des données médicales, essentiellement des patients hospitalisés. Donc je reprends très rapidement l'historique de la tarification des hôpitaux. Jusqu'en 82, les hôpitaux avaient des recettes en fonction d'une logique qui a été après définie comme inflationniste, qui était la tarification au prix de journée. Plus on gardait longtemps un patient, plus on facturait le nombre de journées et globalement, plus l'hôpital récupérait de recettes. De 89 à 2003 a été instaurée une dotation globale qui a bien fonctionné à un certain moment et puis qui après, on s'est aperçu que ça correspondait à un goulot d'étranglement pour les établissements puisqu'on ne pouvait pas développer de nouvelles activités et que la dotation initiale était figée avec juste un pourcentage d'évolution année après année. À partir de 2004, ce qui fonctionne toujours actuellement, a été instauré ce qui s'appelle la tarification à l'activité. Et cette tarification à l'activité s'est appuyée sur un programme qui s'appelle le programme de médicalisation des systèmes d'information. Il fallait donc que des données soient produites, que des données soient compilées et analysées et rentrent dans un système de comparaison qui puisse en fait aboutir à la tarification de ces établissements de santé. Donc a été instauré le PMSI, donc, qui correspond à la loi du 31 juillet 91 qui portait réforme hospitalière sur les établissements de santé publics et privés, qui devait procéder à l'analyse de leur activité médicale et transmettre au service de l'État et à l'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité. À cette fin, ils doivent mettre en œuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge. Donc c'est là où mon rôle de médecin de DIM intervient, c'est sur les systèmes d'information qui tiennent compte des pathologies et des modes de prise en charge. C'est là où on est acteur au sein de l'hôpital. Alors, avant de parler de la partie hospitalisation pure, il y a la partie activité externe qui, elle, n'est pas tellement rentrée encore dans ce système de données beaucoup plus médicalisées, où on voit qu'on reste avec des nomenclatures qui sont des nomenclatures que vous connaissez, la nomenclature générale des actes hospitaliers, où quand vous allez chez le médecin, on vous facture une C ou une CS, une consultation spécialisée, mais derrière ce C ou cette CS, on ne sait pas si vous avez une consultation pour une bronchite, pour une grippe, pour une hypertension artérielle. Ce sont des données qui ne sont pas du tout médicalisées. Donc le DMP, c'est un dossier médical qui a été voulu personnel au départ, partagé. Alors la sémantique, on a parlé de sémantique tout à l'heure, mais la sémantique, bon, le choix du terme est important, même si l'acronyme reste le même. Hein. Voilà, mais ça a été, je pense qu'on pourrait en parler longtemps, mais ça va pas être le cas aujourd'hui, je pense pas. Donc il avait été prévu dans le cadre d'une politique nationale de santé, puisque M. Robin nous a bien dit, il connaît bien le dispositif, nous a bien dit à quel point toutes les décisions de santé sont prises au niveau national en France dans notre système régalien. Elle diffère aussi à l'échelle de partage, c'est-à-dire le DMP évolue dans un sens de coordination de soins. Et donc, il faut que tous les professionnels de la formation de santé voient l'historique de malades. Il faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui prend un médicament, on a besoin de lui injecter tel produit, ça peut être incompatible, on peut provoquer des accidents de santé. Si on a une responsabilité et donc on peut être poursuivi pour faute médicale, mais c'est aussi un espace un espace documentaire personnel. On est vraiment sur un système d'intérêt général, c'est la question qu'il faut se poser, en respectant évidemment tout ce que suppose la confiance éthique et au niveau d'une population, parce qu'il ne faut pas oublier que le DMP, c'est un projet à l'échelle d'une population.